Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci. Je souhaite à tout un chacun de vivre pour le mieux, de vivre en sécurité, de vivre en bonne santé. Et j'adresse mes condoléances à tous ceux qui nous ont quittés dans la douleur, dans la maladie, mais aussi par la terreur que Mamadi impose au peuple de Guinée. Très chers compatriotes, je vous parle ce soir avec un cœur serré. Je me suis fait violence pour vous parler ce soir, parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allô vieux, comment ça va? Dis-moi si le son est bon, parce que des fois ça m'arrive là, le son n'est pas... Moi je ne pourrais pas savoir là. Ok, merci. Donc je vous disais, très cher ami, on a trop parlé. Mais on a trop subi et on continue à subir. Bon sang de bon Dieu. Qu'est-ce qui fait que ce peuple du 28 septembre 1958, qui a été le modèle, l'exemple pour tout un continent, regardez un petit, je ne sais même pas comment l'appeler, un apatride, venir le retirer, ce qui est sacré chez tout un homme. Tout un homme rêve à la liberté. La liberté, on ne donne pas la liberté, on l'arrache. Peut-on laisser Mamadi nous tuer comme les idiots? Peut-on laisser Mamadi détruire notre économie? Peut-on laisser Mamadi détruire notre avenir et le devenir de nos enfants sans rien faire? Chers compatriotes, j'ai mal. J'ai mal quand je parle de la Guinée. Il y a des jours où je me dis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour mériter ce que nous méritons aujourd'hui? Dans le pays de Sékou Touré, c'est les étrangers qui viennent nous dire que notre vie et notre liberté n'est pas important et qu'un badaud, un brigand armé peut s'asseoir sur nous, peut nous tuer, peut faire ce qu'il veut, c'est tant pis pour nous. Parce qu'on a assis, bras croisés, regardez, c'est-à-dire, ça fait mal. Ça fait mal, très cher ami. Quand j'ai écouté l'intervention de ceux qui ont partagé l'Afrique en 1895 à Berlin, lorsque Bismarck disait à ses collabos français, anglais, portugais et j'en passe, nous allons partager, si nous restons sages, nous allons partager l'Afrique comme un gâteau et chacun de nous aura sa part. J'ai écouté ce diplomate britannique dire que ils ont parlé à Mamadi, Mamadi peut faire ce qu'il veut et que peut-être en 2025, il pourra organiser ce qu'il veut, il peut tuer les gens peuvent disparaître, kidnapping, c'est-à-dire tout ça, il s'en fout. Monsieur le diplomate, je ne vais rien vous apprendre.
Certes, pour vous, les Africains ne sont rien. Le noir, comme vous l'avez dit dans les temps Napoléon, lorsqu'il donnait le code noir, en nous prenant comme les objets, c'est-à-dire la valeur d'un noir n'était pas plus que son meuble ou son chaton qui est à la maison. C'est-à-dire la vie d'un noir, ça ne sert à rien. Le noir, c'est leur vie. Laissons-le dans leur vie de merde là. Nous, ce qui nous intéresse, on vient prendre ce qu'on apprend chez les noirs. C'est ça que j'ai retenu dans l'interview de l'ambassadeur, soi-disant l'ambassadeur de la Grande-Bretagne. Mais il a oublié de dire aux journalistes que en Angleterre, avec l'histoire, on dit que l'Angleterre, c'est un pays démocratique, mais c'est un monarque qui est là-bas, c'est la reine qui est présidente d'Angleterre. Certes, le Premier ministre est élu. Nous dirons non, tout est normal, la reine ne s'implique pas dans tel. Mais quand un Anglais disparaît un beau matin, personne ne sait là où il est. La police se met à sa trousse, le gouvernement mobilise, on recherche. Mais en Guinée, les gens sont kidnappés par ceux qui ont usurpé le pouvoir, qui se disent, qui utilisent la puissance publique pour kidnapper les Guinéens, pour assassiner les Guinéens. Une fillette de 8 ans a s'enfuir, c'est-à-dire en pleine ville de Conakry-Kaloum, a disparu. C'était le samedi passé. Combien d'annonces on voit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu sors de la maison, la première question, le réflexe de toutes les familles, c'est quoi? Est-ce qu'il va rentrer sain et sauf? Parce que nous vivons dans une sorte de psychose de l'insécurité. Mais cette insécurité est organisée par un État wallou. Mais ces diplomates ne voient pas ça. C'est les Noirs. Ils n'ont pas besoin, c'est les barbares. Parce que c'est comme ça qu'ils considèrent. Parce que le racisme est culturel. C'est son subconscient qui le parle. Quand il parle du noir, pour lui, il ne s'adresse pas à un être humain. Ce qu'un Anglais a droit, le noir n'a pas droit en Afrique. Et il ose dire ça encore devant nous en Afrique. Mais que diront-on lorsque Nicolas Sarkozy disait à l'université de Cheikh Anta Diop, en disant que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire? Mais je me suis posé la question, est-ce que l'Occident est bien arrivé aussi dans l'histoire? Parce que si l'Afrique est le berceau de la civilisation, il faut être bête et con pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. L'Afrique, c'est l'histoire déjà. C'est en Afrique que l'humanité a commencé. Donc, les incultes comme ça, mais tout ça, ça fait partir de ce qu'ils appellent ici le racisme décomplexé. C'est-à-dire, on le dit maintenant, ceux qui sont à la tête, l'établissement, osent le dire. Bon, un citoyen lambda le dit, tu vas dire, bon, il n'est pas cultivé. Mais un homme politique qui le dit publiquement, il faut que les jeunes Africains osent maintenant parler. Vous savez, ce qui a fait, bon, on dirait aussi l'époque, nos parents, nos dévanciers, ils ne parlaient pas, ils acceptaient, ils accumulaient. Mais quant à nous, on a eu cette chance-là d'aller dans les mêmes écoles que ceux qui commandent aujourd'hui dans beaucoup de pays occidentaux. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous mentir en disant « Ah, c'est les incultes, ils ne connaissent pas ».
dans les années 50, il y avait des pays africains, la Guinée par exemple. À l'indépendance, la Guinée n'avait pas plus de 10 universités. Aujourd'hui, c'est les centaines de milliers d'universitaires qui sont là. Et on n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre aujourd'hui. Donc, chers compatriotes, n'écoutez pas ces maboules. Ce n'est pas l'Angleterre, la France, la CEDEAO, l'OUA ou je ne sais quoi qui viendront nous libérer. Parce que comment quelqu'un qui t'a mis en prison et qui veut régler un compte avec toi pourra venir payer ta caution pour te libérer? Ce n'est pas possible. Mamadi n'est qu'un instrument. Mamadi a été, c'est ce que j'appelle le pion. Parce que Alpha était devenu l'obstacle pour l'Occident. Parce que pour l'Occident, tout patriote africain est considéré comme dictateur, il est mauvais. On mobilise tout ce qui est médias, France 24, TV5, on crée des associations fictives du respect des droits de l'homme et on colle à ce patriote africain le titre de dictateur sanguinaire. Vous savez, dans les années 60, après l'indépendance de nos pays, ils appelaient les indépendantistes nos pères, c'est-à-dire les pères fondateurs de nos pays, on leur appelait les sanguinaires. C'est ce que Sékou Touré disait. Le jour que le colon va m'applaudir, me féliciter, c'est que je vous ai trahi. Très chers compatriotes, je parle de tout ça parce que c'est énervant. C'est énervant autant plus que quand je me rappelle, je n'étais pas né en 58. Mais mon père me parlait à l'époque, il était très impliqué en politique. Il me disait, en 58, tous les intellectuels, les cadres anciens, tout le monde était mobilisé. Il dit qu'ils allaient dans les villages pour sensibiliser la population, pour leur faire comprendre que la liberté n'a pas de prix. Donc à cette époque-là, je me dis qu'ils ont sacrifié. Il m'a dit qu'il y a certains qui ont perdu leur travail à cause de ça. Parce que le colon aussi avait des hommes en Guinée qui supportaient le oui pour ne pas que le non passe. Donc, si tu es que Sékou Touré même a été licencié à la Poste, il travaillait à la Poste, mais on l'a mis dehors parce qu'on disait c'était un recalcitrant et tout ça là. Mais il y avait beaucoup d'autres qui ont été renvoyés de leur service parce qu'on leur considérait comme les révolutionnaires. À l'époque, être révolutionnaire ou communiste, c'est comme être toro aujourd'hui, là. Les théories, c'est... À l'époque, c'était ça. Donc, ceux-ci ont subi. Il y a eu des morts. Il y a des puits à Kaloum et à Conakry, là-bas, qui sont complètement fermés parce qu'il y a eu des gens qu'on a jetés dans les puits. Il y a eu des... Parce qu'ils ont créé... Parce qu'ils ont créé une sorte d'affrontement ethnique en Guinée. On n'en parle pas trop. Ce qui est dommage chez nous, c'est que les sages, les gens qui ont vécu ou qui étaient proches quand même à cette époque, qui ont vécu, ils n'écrivent pas, ils ne parlent pas, ils meurent avec toute cette histoire-là. C'est ce qui est dommage. Il n'y a pas des émissions comme ça qui nous parlent du passé. Ça l'approche du fait de l'indépendance, certains passent, ils donnent les mots, mais si c'est écrit dans un livre, tout le monde peut... C'est pourquoi en Guinée, l'histoire est racontée au salon. C'est pourquoi il y a tellement de versions. C'est que nos intellectuels, nos historiens ne s'assument pas. Parce qu'un intellectuel, c'est quoi? C'est ton savoir qui est ton outil du travail. Si tu ne transmets pas ce savoir-là, tu meurs avec. C'est perdu.
Mais quand tu écris, ça va rester. Mais bon, c'est pour vous dire que nos dévanciers ont tout sacrifié pour que nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté. Mais, et nous maintenant, notre génération qui en profite, jusqu'à ce 5 septembre 2021, un badaud, un brigand, un délinquant vient nous arracher ça. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants demain? Parce que quand tu vois un ambassadeur étranger parler au nom du peuple de Guinée, c'est-à-dire il s'en fout du peuple de Guinée, en disant, ouais, nous, on a négocié déjà avec Mamadi, Mamadi peut faire ce qu'il veut de vous. Il lui donne un chèque en blanc. Mais nous savons tous, comme si Mamadi fait tout ça là, c'est parce que Mamadi est supporté. Mais ce support qu'ils le font, c'est quoi? Parce que Alpha Condé était devenu un obstacle pour eux, pour leur permettre, c'est Alpha qui leur empêchait à mettre la main sur la richesse de notre pays. Donc le départ d'Alpha Condé, ils ont d'abord manipulé ce que j'appelle les idiots utiles, là, les gens du FMDC et certains opposants guinéens. Mais lorsqu'ils ont trouvé Mamadi, il y avait des mercenaires américains, français, sénégalais, bissau-guinéens, léonais, libériens qui étaient là. Ce coup d'État, c'est un complot international contre la Guinée. C'est pourquoi on n'en parle pas, parce que c'est profond. Mais le temps viendra, on va parler de cela. Parce qu'on ne peut pas cacher la vérité. Vous savez, ce qui trahit un menteur, c'est le temps. C'est le temps qui trahit un menteur. Parce que la vérité, ça va sortir. Les gens le savent déjà. Beaucoup de gens, mais je vous dis, 24 heures après le coup d'État, New York Times a annoncé, ils ont annoncé que le coup d'État en Guinée, les Marines américains ont participé. Les munitions que Mamadi a utilisées pour attaquer Sékou Touréa, c'est les munitions que les militaires américains ont amenées avec eux, en disant qu'ils viennent pour entraîner les forces spéciales, mais c'était pour faire ce coup d'État. 50 pick-up est sorti dans le camp de Forikalia, armé jusqu'aux dents, jusqu'à Conakry-Ville. Et le camp était sous commandement des Marines américains. Comment 50 pick-up, armés jusqu'aux dents, se dirigent vers la capitale? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils dormaient. Drôle coïncidence. Mais ce jour du 5 septembre, au palais présidentiel Sékou Touréa, il y avait les marines américains qui sont rentrés au palais présidentiel. C'était sous Joe Biden, sous les démocrates. Quand on vous explique réellement, le courrier diplomatique en a dit, il dit 3 mois avant le coup d'État, Mamadi a été reçu au KDRC, au ministère des Affaires étrangères françaises, avec les officiers français. Mamadi, à son retour en Guinée, il y a eu fuite, parce qu'il y a toujours le contre-espionnage. Mamadi a été interrogé par Dr Diani. D'ailleurs, c'est la raison principale de maintien de Dr Diani en prison. Dr Diani dit à Mamadi, tu n'as rien à me dire, tu n'as pas rencontré les gens à Paris lors de ton séjour, dernier séjour là. Mamadi dit non. Il met l'écouteur, il dit qui parle comme ça là? Ah, Mamadi dit oui, j'étais là, c'était pour leur demander pour qu'ils puissent renforcer notre... Mais tu as dit que tu n'as pas rencontré quelqu'un là-bas. Comment, d'un seul coup, parce que tu as écouté, tu veux nous...
Mais ils ont fait le compte rendu au professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a dit non, il faut le laisser. Attendons d'abord, on va voir clair dedans. Vous savez, l'Afrique ne fonctionne pas, c'est vrai, comme l'Occident. Il y a certaines recettes qui peuvent marcher en Afrique et ça ne marche pas en Occident, vice-versa. Excusez-moi, j'ai une de mes vidéos qui est coupée, un de mes appareils, parce que quand je commence mes vidéos comme ça, il y a des petits malins là qui rentrent dedans, ils créent une sorte de bug artificiel, quoi. Ok, on peut continuer. Donc le professeur Alpha Condé a dit non, il ne faut pas l'arrêter, attendez, on va voir clair dedans, qu'est-ce qui se passe. Pour une deuxième fois, on l'a dit aussi de déménager le contingent des forces spéciales qui était basé au palais du peuple là-bas, de leur déménager à Fourcaria. Parce qu'on dit, les forces spéciales, en principe, leur travail, c'est quoi? C'est aller inquiéter s'il n'y a pas des djihadistes qui sont infiltrés en Guinée. Leur création, c'est à cause du djihadisme. Le terroriste qui est dans la sous-région, on dit avec une force spéciale qui fait les enquêtes. Eux, ils viennent infiltrer les groupes des forces spéciales. Comment? Les groupes des terroristes, démanteler, c'est-à-dire prendre les informations, les transmettre à l'état-major de l'armée qui va agir à leur place. Mais ils étaient très équipés et très bien formés, parce que les forces spéciales, ils étaient devenus un peu... Mais Mamadi, on l'a su depuis beaucoup de temps maintenant, tout le monde le sait. Il y a même les vidéos lorsqu'il était en France là-bas, en disant, quand je demande les munitions pour les entraînements, on me dit non, je vais faire un coup d'État. Mamadi était soupçonné, mais le professeur Alpha Condé a toujours dit non, il ne faut pas le toucher. Mais vous savez, généralement on dit, le traître n'est pas souvent loin de toi. Hein. Souvent, c'est celui que tu aides, tu laves, tu protèges, c'est lui qui te trahit. Donc, Mamadi, les prémices étaient là, les soupçons étaient là. Ce coup d'État du 5 septembre, c'est un complot international. Et la raison principale, c'est quoi? C'est Simandou. C'est nos ressources minières. Quand je vous dis à l'heure là, Simandou, on n'a rien dedans maintenant. Mamadi a vendu Simandou. Il a même pris les avances pour 5 ans, 10 ans. Mais comment comprenez-vous qu'en 3 ans, Mamadi vient de souscrire pour la 4e fois, c'est ce qu'on appelle l'emprunt obligataire. C'est-à-dire l'emprunt obligataire, c'est lorsque l'État fait, c'est ce qu'on appelle les bons de trésor. On dit aux particuliers, nous, État, on est pauvres, on n'a pas d'argent. Donne-nous de l'argent, nous allons te payer les intérêts de 12 à 15%. Mais en général, quand un État prête de l'argent, il prête à un autre État ou il prête à des institutions financières. Mais je ne fais pas demander M. Diallo ou M. Bangoura, qui est mon voisin. J'ai dit, M. Bangoura, prête-moi 10 000 francs ou 10 millions. Comme ça, je vais te rendre ça dans 4 mois. Je te donnerai tes 10 millions, le capital, mais aussi je te donnerai 5 millions de plus, donc 15 millions. Mais quand je dépasse 4 mois, je vais tripler ça. C'est-à-dire le pourcentage que j'ai dit, 12%, ça serait maintenant 24 ou 30%. C'est ça l'emprunt obligataire. L'État prête les individus
pour faire fonctionner sa machine. C'est-à-dire, Mamadi est venu, ça fait tellement mal. Toi, tu prêtes, c'est-à-dire un État qui est là, en 65 ans, c'est la première fois qu'à l'intervalle de 3 ans, la Guinée souscrit à l'emprunt obligataire. C'est-à-dire, ils prêtent l'argent aux particuliers, aux entreprises, avec les taux d'intérêt tellement élevés sur les marchés financiers. Les États, ils souscrivent généralement à des prêts préférentiels qui ne dépassent pas 6%. Et pour les 15-20 ans. Mais les emprunts obligataires, là, tu le prêtes pour 4 ans, 3 ans. Et deux fois, tu le prêtes pour que celui qui viendra après toi, lui, rembourse. Tu crées le problème à celui qui doit venir. Et surtout, pour prêter l'argent au nom de l'État, il faut que tu sois légal et légitime. Comment un voleur peut avoir des prêts à la banque? Ce n'est pas possible. Ici, dans les pays occidentaux, généralement, dans les banques, même si on regarde tes comptes, on sait que tu es quelqu'un qui joue dans les loteries, les jeux de hasard, là, ça diminue tes points. Tu n'as pas de fortes chances d'avoir le prêt. Quand tu es quelqu'un qui n'épargne pas aussi, tu es une personne risque. Mais Mamadi, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de 200 millions de dollars. Pour un État, ce n'est rien, 200 millions de dollars. Il a besoin de 2000 milliards de francs guinéens, qui est 200 millions de dollars, pour faire quoi avec l'argent? Pour financer les mouvements de soutien et les projets de propagande. Sinon, prêter de l'argent pour investir dans le développement, construire par exemple un barrage, ou faire rentrer de l'eau dans une ville ou préfecture, ce n'est pas mauvais. Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Donc, mais quand tu prêtes l'argent pour ce qu'on appelle, disons, pour le fonctionnement ou pour les propagandes, pour les bêtises comme ça, l'argent ne profite pas au pays parce que ça rentre dans les activités qui ne sont pas productives. Quand tu investis, tu finances les mouvements, parce que c'est les mouvements de soutien maintenant qu'on finance. Hein. L'argent là, il le cherche pour ça, pour la propagande de sa candidature. Mais ce qui fait mal, c'est que Mamadi nous plonge dans un cycle chronique d'endettement. Parce que souscrire à un emprunt obligataire, ça signifie consentir à un prêt auprès d'un particulier ou une entreprise privée à un taux très élevé, 12%, pour une durée déterminée. Au-delà de la date fixée entre vous, le taux d'intérêt est doublé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu demandes à un particulier de prêter l'argent à l'État. Parce que dans la tête du commun mortel, un État ne peut pas faire faillite. On dit l'État est là. Les hommes passent, l'État reste. Mais il faut qu'à la tête de cet État-là, que ce soit les gens, disons, qui sont légitimes. Mais quelqu'un qui a pris les fusils, venir braquer l'État, c'est-à-dire usurper le pouvoir de l'État, parce qu'il n'a aucune... Parce que pour faire les emprunts comme ça, en principe, la demande doit passer d'abord, tout contrat, convention, les prêts et tout ça là donne l'État, ça se discute à l'Assemblée nationale. Et dans une assemblée élue, parce qu'eux représentent le peuple. Mais lui, il ne passe même pas à l'assemblée qu'il a nommée là, qu'il appelle CNT. Non, il ne passe pas par ceci là.
Il dit il s'en fout. C'est-à-dire du bordel que Mamadi est en train de nous causer à l'heure là. Vous ne pouvez pas croire. Parce que Mamadi conduit la Guinée à l'endettement chronique. Parce que à moins de 3 ans, la dette publique de la Guinée à l'heure là est passée à 3 milliards de dollars. Mamadi, lorsqu'il faisait le coup d'État, la dette publique de la Guinée, c'était moins de 1,5 milliard de dollars. Et Mamadi a trouvé à la Banque centrale les réserves que Alpha avait laissées, c'était plus de 2 milliards de dollars. La Guinée avait 2 milliards de dollars qu'on appelle la réserve pour commander tous les produits nécessaires, c'est-à-dire la première nécessité durant 6 mois. Tout pays qui n'arrive pas à faire ça, avoir une réserve en cas de catastrophe ou de truc, il a de quoi faire fonctionner un État. C'est-à-dire c'est à cause de tout ça là que la Guinée est sortie des pays qu'on appelle les pays extrêmement pauvres aux pays à revenus intermédiaires. C'est à cause de tout ça. Parce qu'ils se disent que la Guinée, quand même, peut, quand il y a des crises éventuelles qui viennent, la Guinée peut faire face parce qu'il a une économie robuste. C'est pourquoi la Banque mondiale l'a dit. Il y a des rapports, tout le monde peut vérifier. Et il dit que la Guinée fait partie des pays africains qui ont une économie résiliente face à la Covid. La Guinée avait une croissance de 7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse produite en Guinée, que ce soit la production minière, la production agricole et tout, et les activités, les services, la Guinée avait une réserve qui le permettait, disons, de supporter son économie. Mamadi vient, il met du pagaille partout. Il met du pagaille partout. De l'économie de 7% de croissance, en 3 ans, on est tombé à 3 à 4% de croissance. Vous savez, pour un gouvernement de transition, on n'a pas besoin de se lancer dans les projets de prestige et de propagande. La transition est faite pour une étape, comme son nom le dit, transitoire. Ça, quand on dit que ton colis est en transit, c'est que ça a quitté un point A, ça doit venir à un point B, mais ça s'est arrêté quelque part à la douane et tout ça. C'est ça. Donc tu n'as pas le temps, tu n'as pas le droit, ce n'est pas la vocation d'une transition d'entreprendre les grands travaux dans un pays. Mais ils utilisent tout ça pour endormir le peuple. Parce qu'il faut endormir le peuple. Vous savez, il est plus facile de mentir à un peuple que de le convaincre que celui qui est là face à lui, c'est un menteur. Mamadi est venu, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux Guinéens? Je vais faire l'amour à la Guinée, je vais comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Il a violé, il continue de violer la Guinée. Un pédophile qui vient, qui va faire l'amour à la Guinée, on se rend compte que c'est un violeur. Donc, comment ce pays va rembourser ces dettes démagogiques-là? Parce que c'est les dettes qui ne rapportent rien à la Guinée. Quand tu t'endettes pour financer le carburant, pour financer les mouvements de soutien, pour financer les mamayas par-ci, par-là, organiser les tournois ou donner à Dansa pour aller raconter ses conneries à gauche, qu'est-ce que ça rapporte au commun de Guinée? Est-ce que le sac de riz va baisser au marché? Est-ce que les parents qui se trouvent à Mankountan ou à Beila ou à Lola auront de l'eau ou auront à manger? Et si on mettait l'argent là dans la construction des piscicultures, en aidant les producteurs, comme le professeur Alpha Condé le faisait, en envoyant les engrais? Mais non, c'est les milliards qu'on distribue avec les opportunistes aussi qui sont là. Parce que Mamadi, c'est transformé comme un fonds de commerce pour beaucoup
d'aventuriers qui sont en Europe ici, c'est-à-dire Mamadi est venu, il dit, ah, dis donc, c'est une loque pour nous là, on va aller en Guinée, on va profiter, c'est là-bas qui est doux alors. Donc ils viennent tous, sont eux qui sont à la tête de beaucoup de mouvements, et tu entends, mouvement Sobé, mouvement Itanambé, mouvement, c'est-à-dire la démagogie, D'ailleurs, un ami me disait que l'entreprise la plus florissante actuellement en Guinée, c'est les mouvements de soutien. C'est-à-dire, c'est les mouvements de soutien. C'est pourquoi quand j'entends certains dire « Ah, l'entrepreneuriat et développement ». Mais Mamadi a créé le mouvement de soutien pour tuer tout ça là. Les jeunes n'ont plus le courage. Il dit « Mais au lieu d'aller perdre mon temps dans les trucs là, il faut créer un mouvement de soutien, tu as un peu d'argent. » Mais on va aller déplacer les prostituées, les prisonniers là, de la Côte d'Ivoire, les Makosso, Adoxy, c'est pas moi, qui viennent se pavaner en Guinée que Simandou 2040. Mais qu'est-ce que cela va porter aux Guinéens? Mais tout ça là, chers compatriotes, c'est à nous, peuple de Guinée. Si nous voulons, nous pouvons mettre Wallahi, on peut mettre fin à ça dans 24 heures. Mais tant que nous nous trouvons enfermés dans cette prison qu'on appelle la peur, Mamadi va continuer. Hey, l'affaire là, il faut faire la violence contre la... On est en guerre. Mamadi est en guerre contre le peuple de Guinée. Rien ne reste. C'est-à-dire ce que Mamadi fait en Guinée, nulle part au monde, quelqu'un peut le faire et que le peuple reste passif comme ça. Certes, on dit que tout peuple mérite son dirigeant. On dit un peuple qui est orphelin des leaders mobilisateurs qui peut susciter le peuple, c'est un peuple soumis. Mais un peuple aussi qui ne se bat pas pour sa liberté, ce n'est pas un peuple qu'on peut s'apitoyer sur son sort. Mais cela dépendra de chacun de nous. Parce que vous savez, quand quelqu'un comprend les raisons des difficultés ou de la pauvreté qui est sur lui à l'heure là, tu lui expliques les raisons, ce qu'il fait cela. Je vous jure, il se révolte. Il y a tout un travail de sensibilisation et de communication. Parce que le mensonge est si gros que le Guinéen, les gens ne savent même pas quoi faire. Parce qu'on déplace le vrai problème. Hein. Le problème guinéen, ce n'est pas une question ethnique aujourd'hui, ce n'est pas une question de parti politique. Mais le problème guinéen à l'heure là, c'est que le pays est braqué par un groupe de bandits armés. C'est ça le vrai problème guinéen. Ce n'est pas dire, ah, on est en train de faire les échangeurs, les péages. Mais tu veux faire les péages dans un pays où il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route, mais tu veux mettre les péages quelque part, il n'y a pas de route. Les gens ne savent même pas où passer. Ce n'est pas aller mettre les peintures en ville là-bas ou aménager les plages pour dire que je suis en train de développer. Le développement, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas le divertissement. Le développement investit dans l'homme. Quand l'homme est pauvre dans un pays riche, on le prend, l'État le prend en soutien. C'est ce qu'on appelle ici assistance sociale. Tu es malade, tu es triste. Mais dans un pays pauvre, où les gens n'ont pas 3 repas par jour, où les hôpitaux, tout manque, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau, tout manque. Toi, c'est en ce moment-là que tu vas aller aménager les plages, que les gens viennent. Mais tout ça pour maintenir la jeunesse dans la perversité. Parce qu'ils ne veulent pas, Mamadi ne veut pas tout leur truc de breeding ou le truc là. Tout ça, c'est pour maintenir les jeunes
dans la confusion, c'est-à-dire on leur maintient dans l'artificiel, dans le faux là, pour ne pas qu'ils réfléchissent sur leur état, c'est-à-dire réfléchissent sur leur avenir. Donc on leur plonge dans la drogue aujourd'hui. C'est Mamadi qui fait la promotion même de la délinquance en Guinée. Les drogues, les trucs là. Les enfants ne vivent. C'est-à-dire, quand tu vas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tu trouves, mais les réseaux sociaux, regardez, c'est les jeunes start-up qui veulent entreprendre dans la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, comment faire le miel et tout ça. C'est parce qu'il y a un environnement propice. Mais en Guinée, l'environnement est quoi? Parce que c'est l'État qui crée cet environnement. En Guinée, c'est quoi? On crée d'abord le pays. Un commerçant qui sort de Madina, il n'est pas sûr s'il va arriver chez lui. L'insécurité est battante. Tous les jours, tu entends que tel a disparu, tel a disparu. C'est le corps qu'on retrouve par après. Est-ce que dans un pays comme ça, quelqu'un peut investir? Et surtout, c'est l'État qui est derrière ces kidnappings et ces enlèvements. Tout le monde le sait. Mais on crée des événements parce qu'il y a des petites filles aussi qui sont fait des labels des réseaux sociaux là. C'est-à-dire, ils sont devenus les objets des réseaux sociaux. On leur balance pour eux ces stars, Marvin Star là. Mais ils ne savent pas qu'on se moque d'eux comme ça. Parce que ce qui est pénible dans la vie, c'est faire semblant que tu es riche et pourtant tu sais que tu es pauvre. Parce que la perception d'être riche, c'est vrai que les réseaux sociaux nous ont créé, on est dans un monde, les gens bling bling, se disent à Dubaï, je monte dans l'avion ou je porte tel prix comme ça. Mais en réalité, c'est les gens, quand tu vas chez eux, ils sont en location, où maman, papa, ils n'ont pas quoi donner du popote aux parents. Elle, quand elle sort, c'est pour aller vendre et puis venir. C'est-à-dire, c'est ça le jeune Guinéen aujourd'hui. C'est-à-dire la légèreté, Mamadi a institutionnalisé la légèreté en Guinée. Ça fait que le pays, au lieu d'avancer, régresse. Parce que quelqu'un qui n'a pas pu maintenir ce qu'il a trouvé sur place, comment il peut ajouter? Le problème de Tour n'a pas commencé. Grand banlieue de Conakry actuellement, les coupures ont commencé. Mais vous verrez, ils vont dire encore que l'État n'est pas bon. Et c'est les mêmes qui nous disaient tout récemment que l'État est tellement meilleur qu'il donne même le courant, il revend le courant au Sénégal, les pays voisins et tout ça. Mais ils sont capables de nous dire le lendemain que non, tout est gâté. C'était bon, ouais, il y a tout, mais comme il y a des problèmes maintenant, ils disent encore tout est gâté, rien n'est bon. Je vous jure, chers compatriotes, toi qui me regardes comme ça, à Chagbe, Khadja, Namadou, je crois, Djabi, et tous les autres qui me regardent comme ça. Vous savez, on est en train de perdre la Guinée. Vous savez, on est assis, on regarde. Mais ce qu'on regarde comme ça, là, c'est la destruction de notre avenir. Même pas notre avenir, mais le devenir de nos enfants, de nos frères demain. Vous savez que Mamadi a vendu la Guinée déjà le jour du coup d'État, le 5 septembre. Tous les relevés topographiques de la Guinée, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme matière première, les ressources sur la terre guinéenne, à des millions et des millions près, c'est-à-dire il y a eu des prospections faites par les Russes, que Alpha Condé avait ces documents-là, c'est-à-dire partout en Guinée, où il y a des minéraux. Parce qu'au moment du coup d'État, il y avait plus de 200 prospections qui étaient en train de se faire en Guinée. Ces documents, c'est les documents top secrets, parce que c'est stratégique. Vous savez, dans les pays africains,
Pendant la colonisation, les colons, lorsqu'ils ont découvert certaines richesses en Afrique, ils ont caché ça aux États africains. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il trouve chez toi que tu as des richesses, mais il ne veut pas que tu le chasses, parce qu'il dit que lui, il a besoin de ça. Si vous voyez la guerre du Mali, là, c'est-à-dire au nord du Mali, on voulait que les Touaregs restent là-bas, parce que les Français savaient qu'il y a une réserve importante du pétrole et du gaz là-bas. Mais le gouvernement malien ne savait pas ça. Mais les Français avaient tous les documents. Donc, ils ont suscité la guerre là-bas pour dire qu'il faut diviser le Mali en deux. C'est la raison. Et tous les documents, les relevés, Alpha avait ça, il gardait ça dans son coffre-fort à la présidence là-bas. Le jour du coup d'État, Mamadi est venu avec les Israéliens. Ils ont pris tous ces documents-là. Et qui est venu récupérer ça? C'est Harry Bernard Lévy, DHL qu'on appelle. C'est le plus grand espion français. C'est celui qui a aidé Sarkozy à tuer Kadhafi. Il est venu le 23 décembre 2021, descendu dans le palais Mohamed V, la première fois dans l'histoire de notre pays, qu'un hélico atterrit au siège de la présidence. Il est descendu au palais Mohamed V pour récupérer ses documents top secrets. Donc Mamadi, ce qu'il a fait, le colon même n'a pas. Parce que les colons, lorsqu'ils ont quitté la Guinée, ils ne pouvaient pas prendre nos documents. Et à l'époque, beaucoup de prospection n'était pas faite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé ce qu'ils avaient comme documents. Parce qu'ils disent, on ne va pas laisser aux Guinéens, on va détruire. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet, donc les moyens de conservation n'étaient pas très grands. Mais maintenant, tout est informatisé, tout est scanné et tout. Donc Mamadi a remis la Guinée à des colons français, à des Occidentaux. C'est pourquoi quelques mois après, celui qui a escroqué Simandou, dont il se tape la poitrine aujourd'hui, là, ce dernier, lorsqu'il a... Parce que c'est le mec là qui est venu, par l'intermédiaire de certains Guinéens aussi. Simandou, le bloc 1 et le bloc 2, c'est la plus grande partie du Simandou. Simandou fait plus de 100 km. Les 70 km, c'est le bloc 1 et le bloc 2. Ce dernier dit qu'il a investi là-bas 160 millions de dollars. 160 millions de dollars, tu investis dans quelque chose. Tu revends la moitié de cette marchandise-là à 2 milliards 500 millions de dollars. Mais il faut être fou. Quelqu'un vient et dit, hey, moi j'ai acheté ta marchandise-là. Il n'a même pas acheté. J'ai pris ta marchandise-là à 160 millions de dollars. Mais ta marchandise est pris 50% dedans. J'ai revendu ça à 2 milliards 500 millions de dollars. Alpha dit, mais c'est pas possible. Ça, il faut être fou. Mais ça a été fait par la complicité de certains Guinéens qui sont là. Si vous voyez là que les syndicalistes ne parlent pas, c'est à cause de ça. Les Amadou Diallo, là, ils connaissent, on leur a agressé. Les, Abdoulaye Sow, là, si vous voyez qu'ils ne parlent pas, parce que Mamadi, Mamadi connaît, hein, parce que tous les documents, vous savez, l'administration, c'est l'écriture. Tout est écrit. Même si tu brûles, il y aura toujours les traces quelque part. Donc, Mamadi a pris les documents top secrets, c'est-à-dire tout ce qui est notre richesse. Il y a des richesses en Guinée que les Guinéens ne connaissent même pas. Quand je vous dis que Kissitougou, par exemple, il y a une forte quantité d'uranium là-bas. Il y a la terre rare qu'on appelle les coltans là, qui rentrent dans la fabrication des téléphones portables et les trucs. Tout se trouve en Guinée en quantité. C'est-à-dire Dieu nous a tellement donné du malheur
Maintenant, ce bandit con, ce voyou, est venu tomber pour tout mettre ça à zéro. Parce que ces multinationales-là, elles ne viennent pas pour développer les pays. Les multinationales viennent pour piller les pays, surtout les pays africains. Parce que les multinationales, leur fonds de base, leur chiffre d'affaires, c'est l'argent des retraités ici, c'est-à-dire la pension des retraités occidentaux, australiens, anglais, français, américains. C'est leur retraite, argent de retraite. Ils achètent les actions dans les multinationales, surtout minières. C'est avec cet argent-là qu'ils viennent fructifier en Afrique. Quand ils viennent construire un puits là et tout ça, là, eux, ceux qui prennent, ça leur donne, c'est-à-dire le prix de 1000 puits. Donc, c'est les gens qui ne viennent pas pour la bonté et tout ça. Eux, ce qui leur intéresse, c'est la matière première africaine. C'est-à-dire prendre les richesses en Afrique, laisser les Africains dans la pauvreté. Et quand ils prennent les matières premières, là, ils viennent transformer ça chez eux. Après le produit fini, ils vous envoient ça encore en vend. Je voyais un vieux Ivoirien là qui a un champ de cacao. On vient, on le donne du chocolat. Il mange ça, il dit, ah, mais ça c'est doux, hein? Ah, ça c'est fabriqué. Où ça? C'est à partir de quoi? On dit, ta plantation là, c'est ici qu'on a pris les fèves là. On est parti transformer ça. C'est ça qui donne ça. Il dit, ah! Il dit, mais est-ce que vous pouvez m'apprendre comment on fabrique ça là? Parce que moi j'ai le cacao ici. Il dit, bon, il y a trop de techniques dedans. Mais tout ça c'est faux. Parce qu'ils ne veulent pas que nous transformons nos matières premières en Afrique. Ça va créer des chômeurs en Occident. C'est la pauvreté de l'Afrique qui fait la prospérité en Occident. Sinon, comment comprendre qu'un continent qui a les 70% des matières premières au monde soit le continent le plus pauvre au monde? Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas juste. Donc, les Occidentaux, quand ils voient un chef qui protège son pays, qui se bat pour développer son pays, on le colle l'étiquette de dictateur ou de sanguinaire. Celui qui leur plaît maintenant, même s'il fait toutes les bêtises. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement Macron dire quelque chose sur Doumbouya? Non. Il ne dira rien sur Doumbouya. Les gouvernements occidentaux, ils ne disent rien sur... Mais au temps d'Alpha Condé, il n'y a pas une semaine qui passe sans que un Français du gouvernement ou les radios, là, qu'on attaquait Alpha Condé. Il y avait combien d'organisations de défense des droits de l'homme en Guinée? On a même entendu Reporters sans frontières en disant, après le coup d'État, ah, la Guinée maintenant est devenue un pays libre. Mais Alpha n'a jamais mis en prison un journaliste. À plus forte raison, fermer les presses, retirer les licences dans les radios. Alpha n'a jamais fait ça durant les journalistes, même Lamine Grazi en a témoigné. C'est pour dire à nos parents, l'Occident ne nous aime pas. Je veux parler de l'établissement occidental parce qu'il ne faut pas confondre les dirigeants occidentaux et les citoyens occidentaux. Les citoyens occidentaux n'ont rien à voir dans ça. C'est les dirigeants occidentaux qui font nos pays comme leur marché. Ils viennent piller nos pays et ils mettent les gens qui, c'est-à-dire qui nous tuent. Il y a combien de crimes que Mamadi a fait en Guinée? Parce que rien n'est plus étonnant avec Mamadi. Mais il faut voir les déclarations xénophobes, racistes du procureur contre les Léonais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça devient une crise diplomatique entre la Sierra Leone et la Guinée. Il y a eu des Guinéens qui sont en Sierra Leone qui ont été aussi rapatriés, frappés et tout ça. Mais est-ce que cela s'est passé
Tout le monde sait que en Afrique, la Sierra Leone ou Libéria et tout ça, il y a tellement de mélanges de Guinéens, de Léonais, on est partout. Mais quand vous allez au Sierra Leone, le vice-président de Sierra Leone, ses parents viennent de Télémilé, c'est un Diallo de Sierra Leone, mais ses parents sont là-bas depuis 60 ans. Lui, il est né là-bas, grandi là-bas et tout ça. C'est le vice-président de Sierra Leone. Il y a combien de Kouroumans, de Fofana, de Conté, de Camara en Sierra Leone? Moi, j'ai des amis sierra-léonais ici, ils ont compté. Donc, toi, tu viens, ne connaissant rien de ça, parce que le problème de Mamadi, c'est quoi? Il écoute beaucoup plus ces charlatans-là. Ils ont dit que c'est un groupe d'étrangers qui vont faire un coup d'État contre eux. Comme son coup d'État du 5 septembre, il s'est servi des mercenaires léonais, bissau-guinéens, français et trucs là, il dit, bon, c'est les groupes de Sierra-Léonais qui sont au bord du fleuve là, je vais les renvoyer d'abord. Après, ça va venir le cas. Il n'a même pas contacté le gouvernement léonais. Vous savez, il y a des normes sous-régionales et internationales aussi. Dans l'espace CEDEAO, tout citoyen qui est dans l'espace, non, passeport là, c'est écrit dessus, passeport CEDEAO. Tu peux te déplacer, aller dans tous les pays de l'espace CEDEAO, tu peux vivre là. Si tu n'enfreins pas les lois de ce pays, tu peux vivre comme chez toi. Tout ce que tu n'as pas comme, disons, faveur ou quoi, c'est être candidat dans ce pays ou voter dans ce pays. Mais sinon, le reste là, tu es comme chez toi. Et puis, c'est-à-dire il faut être bête et y réfléchir pour dire que je vais chercher le Libérien ou le Léonais qui n'a rien fait, qui est là, en pensant qu'il n'y a pas des ressortissants de ton pays de l'autre côté. Pourquoi il n'a pas cherché les Ivoiriens ou les Sénégalais? Il s'attaque aux Léonais. Parce que Mamadi, c'est un impulsif. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas de neurones. Il n'analyse pas avant d'agir. Il agit après, la chose se gâte, il se demande. Aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes. Et le problème même a été posé au sommet du CEDEAO. Mais vous savez que CEDEAO aussi, c'est une organisation dont il faut revoir. C'est-à-dire ce n'est plus la CEDEAO qui a été créée par les anciens chefs d'État. La CEDEAO d'aujourd'hui est inactive. C'est-à-dire la CEDEAO aujourd'hui est financée à 70% par la France. Donc celui qui te donne par le bras droit, là, c'est lui qui réclame par le bras gauche. Donc c'est la France qui finance à 70%. Donc toutes les décisions prises par la CEDEAO, ça doit être confirmé par la France. Si la France n'est pas d'accord que la CEDEAO, parce que les coups d'État qui se passent en Afrique, là, partout où ces coups d'État vont, seul Mamadi n'a pas été sanctionné par le CEDEAO. Hein. Seul Mamadi que la France n'a pas dit, la francophonie même l'a intégré là et tout ça là, des trucs. Quand vous voyez Emmanuel Macron, il appelle des fois les poussis du Burkina, les poussis du Mali ou du Niger. Mais il ne dit jamais à Mamadi poussis. Il ne le dit jamais. Parce que Mamadi est leur homme. Savez-vous qu'à l'heure là, Sarankoni, c'est une base militaire française? Savez-vous qu'à Sigiring, on a renforcé la frontière de Sigiring pour faire les bunkers? Savez-vous, à Mandiana, on est en train de faire sur 7 hectares là-bas un grand dépôt d'hydrocarbures, c'est-à-dire d'emmagasiner d'hydrocarbures. En cas d'attaque, c'est là-bas qu'ils vont se ravitailler. Mais je vous dis, très chers compatriotes, on est en train de perdre la République. Savez-vous, ça fait maintenant plus de 2 semaines, il y a eu cette tragédie à Zérekouré. Plus de 2 semaines.
il y a plus de 300, certains même parlent de 500 morts, majoritairement les enfants. Mamadi n'a fait aucune allocution. Il ne s'est pas adressé non seulement à des familles des morts, mais aussi aux Guinéens. Parce qu'il y a des situations dans le pays, quand ça arrive partout au monde, c'est le chef d'État qui parle. Celui qui se dit chef d'État, il doit parler. Ce n'est pas son premier ministre ou son ministre d'Affaires. Non, c'est lui-même qui doit parler. Ça, c'est le prolongatif du chef. Mais ces crimes-là se sont passés à Zérokouri. Mamadi n'a fait aucune déclaration, ni compassion même. Il y a la pauvre dame, cette pauvre dame de Zérokouri, qui a perdu 5 de ses enfants. Elle s'est suicidée en disant à ses voisins qu'il va aller rejoindre ses enfants. Si ce n'est pas le cynisme, si ce n'est pas la terreur, c'est-à-dire si Mamadi a le cœur, je me demande si vraiment Mamadi a le cœur. Parce qu'après tout ça, ils veulent encore dans 2 jours, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, le 17 décembre, jusqu'au 4 janvier, commencer encore ces tournois de football à Conakry organisés. Pendant ce temps, les corps sont encore chauds à Zérokouri. Pendant ce temps, ces veuves qui n'ont pas de soutien psychologique, qui n'ont pas de soutien moral, se suicident comme cette mère de famille. Et bon sang de bon Dieu, quel est, disons, le cynisme, c'est-à-dire la terreur que je n'ai jamais vue dans ma vie. Qu'est-ce qui nous retient maintenant, peuple de Guinée? Peut-on s'asseoir que Mamadi vient nous tuer tous comme les idiots? Chers compatriotes, la chute de Mamadi, c'est une question de temps. Mais ça dépend de nous aussi. Parce que tant qu'on est assis, on le regarde, il va continuer à faire ses bêtises. Parce que les consciences qu'il achète là, les gens qui donnent l'argent, mais lui il croit que c'est les gens qui l'applaudissent. Non. Mamadi est venu appauvrir les Guinéens pour leur maintenir dans la pauvreté. Parce qu'on dit quand quelqu'un est pauvre, il perd sa dignité. Il maintient les gens dans la pauvreté pour leur manipuler. Mais le 31 décembre, c'est maintenant le 31 décembre. Ça commence maintenant. Parce que au moment où la majorité du peuple de Guinée est concentrée sur le respect, concentrée sur tout ce qui se passe comme crime, comme l'insécurité, c'est-à-dire tout ce qui se passe comme le mal au pays, Mamadi, lui, continue. C'est les mouvements de soutien. Des fois, il enlève même son nom dedans en attendant. Parce que quand ça fait les trucs, il dit « Ah, moi, je ne savais pas, je ne suis pas mêlé dedans. » Vous savez, c'est ça que Mandian Sidibé n'a pas dit, non? Malgré qu'on l'a limogé, il dit « Ah, ouais, moi, je reste un soldat. » Mais il n'a pas le choix, hein, parce qu'il a peur d'aller. Vous savez, on dit que le menteur Mandian, il a été limogé par Amara Kamara, en fait, par incompétence, mais par népotisme aussi. Il prend sa fille biologique, qui était stagiaire, il l'envoie comme la chef de l'agence, la plus grande agence de l'OGP à Conakry, c'est-à-dire à Matoto, il la met là-bas comme chef. Mais ce n'est pas arrêté là. Tous les bureaux de l'OGP à l'intérieur du pays, même à Conakry, les bureaux là, c'est les maisons appartenant à ses proches et lui-même, sa maison, il transforme ça en bureau et c'est lui-même qui fixe le prix de location de ces maisons-là. C'est-à-dire, tu fixes le prix de ta propre maison sous le dos de l'État. C'est ça, Mandian. Hein.
Et c'est le bonhomme là qui disait n'importe quoi sur le régime d'Alpha Condé. Mais on sait que la démagogie et l'incompétence ne sont pas garanties, même en période de transition là. Ce n'est pas une garantie professionnelle. Parce que quand on t'aide sur le faux là, à un certain moment ça s'écroule. Parce que c'est les gens, il y a trop de clans autour de Mamadi. J'ai dit que Mamadi est devenu, disons, un fonds de commerce. Certains l'utilisent même comme label. Quand vous voyez tellement d'affiches là, pour se faire voir, pour que c'est surtout les diasporas qui sont venus de l'Occident là, ils viennent pour avoir le marché de tel ou tel là, ils mettent la photo de Mamadi sur leur voiture et leur propre photo, ils font le tour de la ville, ils vont créer des mouvements de soutien dans les quartiers où les gens perdus là, où ces hommes d'affaires qui ont mangé sur la même table que les KPC par exemple, ils ne peuvent plus aller parce que Mamadi leur dit soit tu es avec moi ou je te détruis. Ils sont maintenant coincés. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut jamais manger avec le diable, quelles que soient les difficultés. Très chers amis, c'est pour vous dire en fait que le moment est grave. Notre pays s'enfonce dedans. On est en train de perdre la République, la Guinée comme État. Parce qu'on n'a plus d'État, on a un pays, mais on est en train de perdre le pays parce que l'État n'existe plus. Quand il y a une telle bordel dans un pays, une pagaille comme ça, les gens disparaissent, les gens sont tués, assassinés partout. Un beau matin, vous savez, la guerre dans un pays, ça ne tombe pas un seul jour. Hein. C'est les faits comme ça qui s'accumulent et un jour ça éclate. C'est pourquoi je dis qu'on est en guerre civile déjà. Parce que les gens, certains diront, oh non, tu exagères, je ne souhaite pas. Hey, mais les faits sont là. Aujourd'hui, le Guinéen vit dans cette psychose, la peur du lendemain. Tout le monde a peur. En Guinée aujourd'hui, la pauvreté est dans les tueries, les enlèvements, les assassinats. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est-à-dire on assis sur une bombe. Mais on est dans un pays où le mensonge est tellement gros, c'est-à-dire on ment au peuple pour le maintenir dans l'obscurité. Depuis que Mamadi est venu, il a détruit tout ce qui était bon. Il se glorifie des projets que Alpha Condé est en train de faire. Mamadi n'est pas sorti pour aller chercher un centime. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est les projets que Alpha Condé a commencé ou c'est les projets que le financement était bouclé. Simandou dont il parle comme ça. Ils ne connaissent même pas comment Simandou font. Je vous dis, ils ont complètement décapité Simandou. Quand ils parlent Simandou, tu leur demandes même, ils ne connaissent pas comment Simandou est réglé, comment Simandou... Je vous dis que Simandou, ce n'est qu'un slogan même. C'est une façon d'endormir les gens. Mes chers amis, vous savez, on dit tout mensonge, maintes fois répété, devient de fois la vérité. Dans la charte de Kouronkofuga, on dit quand un mensonge fait plus de 40 ans, il devient la vérité. C'est pourquoi il faut déconstruire le mensonge à temps. Parce que le mensonge, ça rend certain. Parce que c'est le seul argument pour se maintenir. Un mensonge bien dit, c'est une vérité pour celui qui veut l'entendre. Donc, pour justifier leur échec, on utilise les slogans pour endormir le peuple. Mais le mensonge passe, la vérité reste. Vous savez, le max du mensonge, même bien porté, tombe à un certain moment.
On a vu des gens ici sur les réseaux sociaux. Je suis un républicain. Je veux la bonne gouvernance. J'ai tels que les Mandjans, tels que les Gawal, tels que les Baouri, et tant d'autres qui nous tapaient la poitrine ici. Les autres, les gouvernants d'Alpha Condé, c'était les médiocres, c'était les dictateurs. Ils ne sont pas démocrates. Mais aujourd'hui, on le voit en œuvre. Vous savez, le max tombe. Vous savez, le max de mensonges ne peut pas arrêter la vérité. Tout mensonge a un fin, mais la vérité est infinie. Il y a des gens chez lesquels la fausseté est devenue tellement inhabituelle. Ils sont tellement habitués avec la fausseté et le mensonge qu'ils ne se rendent même pas compte que celui dont il parle comme ça, c'est qu'il ment. Mais, vous savez, la vie, tout passe. C'est le temps qui trahit le menteur. Tout le monde ment. Mais il faut bien mentir. Voilà ce qu'il faut. Un enfant qui demande à sa mère ou à son père, « Papa, comment on fait l'enfant à 8 ans ?» Tu es obligé de leur raconter les conneries. Tu dis c'est une cassette peut-être ou les trucs, parce qu'il n'a pas l'âge de comprendre. Ça sont des mensonges utiles. Mais parfois, vous savez, il est plus difficile pour un peuple de convaincre un peuple qui sont en train de le mentir. Surtout quand ce mensonge est accompagné par l'achat des consciences. Parce qu'actuellement en Guinée, en mentant aux gens, en leur encourageant à accepter ce mensonge, ils savent que tôt ou tard le mensonge sera. Certains le savent déjà, mais étant dans les difficultés financières, ils acceptent leur argent. Parce qu'il est plus facile de convaincre un peuple par le mensonge que de le convaincre par la vérité. La vérité est comme une lumière aveugle. Et le mensonge, c'est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. Parce que mentir, il faut habiller le mensonge avec une enveloppe attrayante. Il faut habiller le mensonge avec l'argent en achetant la conscience des gens. Mais il faut rendre les gens d'abord pauvres pour qu'ils soient prêts ou prédisposés à accepter ton mensonge. C'est ça que Mamadi a fait, est en train de faire au peuple de Guinée. Mes chers compatriotes, en Guinée aujourd'hui, il faut faire attention à qui tu aides. Surtout, dans notre pays, l'ingratitude, la trahison et le mensonge et l'hypocrisie sont devenus un sport national. Si tu n'es pas prêt à supporter l'ingratitude et la trahison, il ne faut pas aider. Vous savez, vous serez traité de tout, de menteurs, d'orgueilleux, de dictateurs, et voire même de fous, pour ceux qui ne peuvent pas vous manipuler. Parce que les gens ne peuvent pas vous manipuler en vous mentant. On vous qualifie de maudit même en Guinée actuellement.
un jeune Guinéen qui refuse à l'heure là de tomber dans ces mouvements de soutien, de dire non, moi je préfère que le pays soit comme ça, on dit ah mais lui là c'est un fou ou c'est un maudit. C'est-à-dire se battre pour le pays, pour la nation, honnêtement, est considéré aujourd'hui en Guinée comme une malédiction. Vous savez, quand un peuple arrive à ce stade, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de conscience sociale. Il y a un problème aussi de valeurs sacrées. Où est passé nos sages, nos gardiens de nos valeurs traditionnelles? Parce qu'ils ont démissionné. Personne n'ose dire la vérité aujourd'hui. Ceux qui sont censés à protéger tout ce qui est moral, tout ce qui est dignité, honnêteté dans notre pays, ils ont tous démissionné. C'est les imams qui deviennent maintenant les relais des démagogues en disant c'est Dieu qui donne le pouvoir. Est-ce que Dieu peut donner les fusils à un de ses enfants? Va abattre, tuer ton peuple pour leur commander. Ça, c'est le travail du shaitan. Mais quand tu vois un imam chanter ça, dis-toi qu'il n'est plus dans la logique de Dieu. Parce que Dieu, c'est la bonté. Dieu n'aime pas des ingrats. Dieu n'aime pas les voleurs. Dieu n'aime pas les gens qui font souffrir un peuple. Et surtout, Dieu n'envoie pas pour tuer plus de 500 enfants à Zérekouré et que même un mot de compassion de celui qui s'est autoproclamé disant président dans ce pays. Mais le cas guinéen, comme les Occidentaux, la France et les USA, à travers leurs multinationales, voyaient le professeur Alpha Condé comme un obstacle pour eux, pour qu'ils mettent main sur la richesse guinéenne, et sont partis chercher quelqu'un pour se débarrasser d'Alpha Condé. Le coup d'État du 5 septembre 2021, ce n'est pas fait contre Alpha Condé seulement. C'est un coup d'État fait contre le peuple de Guinée. Excusez-moi. Parce qu'il fallait coûte que coûte se débarrasser d'Alpha Condé en préparant un traître qui est à la solde de l'Occident, qui est le légionnaire Mamadi Doumbouya. Donc pour avoir même mise sur la Guinée, aujourd'hui, le contrôleur général de tous les projets de Simandou, c'est un Français, c'est Agi France. Et Agi France, c'est une société que la caisse de dépôt français a 70% d'actions. Donc c'est un Français qui est le contrôleur général de tous les travaux de Simandou. Actuellement, les contrats, les licences d'exploitation de nos recherches, on le retire, Barasamura retire aux Guinéens pour donner ça à des petits Français, les Indiens et certains Chinois. C'est-à-dire c'est les étrangers qui viennent prendre. Parce qu'Alpha Condé a dit à un certain moment, il dit, on ne peut pas enrichir le pays sans enrichir les individus, c'est-à-dire les locaux, les Guinéens. Il dit, si on veut que les Guinéens profitent d'une manière ou d'une autre, il faut impliquer les Guinéens aussi à l'exploitation minière. Il dit, Ebola nous a donné un exemple. Lorsqu'il y a eu Ebola, il y a beaucoup qui ont fermé leur société, ils sont partis. Mais les Guinéens sont restés. Et quand les Guinéens exploitent les mines, quand ils revendent les mines, l'argent là, ils laissent dans nos banques en Guinée là-bas. Et quand les Blancs, les Occidentaux qui viennent exploiter nos mines, leur argent, ils ne versent pas ça dans les banques guinéennes, hein, ça reste dans leurs banques. Ce n'est pas en Guinée. Ce qui reste en Guinée, c'est minime, c'est juste pour payer leurs travailleurs. Mais tout le gros,
c'est dans leur pays qu'ils payent les impôts. Mais quand un Guinéen est riche en Guinée, il est obligé d'aider sa tante, il est obligé d'aider sa famille, son compte est en Guinée là-bas, il redistribue. C'est une façon aussi d'augmenter l'épanouissement. Parce que si les Guinéens sont impliqués aussi dans l'exploitation de ce qui leur appartient, parce que les mines sont chez nous, pourquoi c'est les étrangers qui viennent s'enrichir sur quelque chose qui est chez nous? On donne tout, mais eux sont venus comme la corruption. Vous savez, Bala Samoura, il suffit de nous donner 10%, il dit bon, je retire. Ahmed Kanté, il a retiré. Serba Bangoura, avant son décès, il avait retiré sa licence. Il y a beaucoup d'autres Guinéens que Bala Samoura a retiré. Toutes les licences qu'Alpha Condé a données, ils ont créé du bordel dans nos mines. Donc, humainement, Mamadi tue les Guinéens. Économiquement, il a détruit la Guinée. Du plan environnemental, mais il faut voir Conakry comment c'est sale maintenant. Donc Mamadi n'apporte rien de bon. Mamadi est en train de détruire la Guinée. Mais le temps viendra. Vous savez, toutes choses a son temps. Le temps viendra pour que nous parlons de tout cela. Parce que le temps trahit le menteur. Battons-nous pour récupérer la République, la Guinée. Chers amis, c'est à nous de nous battre. Chacun de nous peut faire quelque chose. Ne dites pas que vous, vous ne pouvez rien, moi. Non, vous pouvez faire quelque chose. En faisant quoi? En parlant à tes voisins, en parlant à tes parents, à tes frères, à tes amis, en leur disant la vérité, en leur disant tout simplement, la Guinée avant le coup d'État, le prix de riz était combien au marché? Le sac de 50 kilos, c'était à 230, 240 000. Pourquoi aujourd'hui on est à 360 000? Qu'est-ce qui a diminué? Qu'est-ce qui a changé réellement avant le coup d'État et aujourd'hui? La criminalité. Est-ce qu'autant avant le coup d'État, on entendait qu'ils ont kidnappé quelqu'un et il est perdu et tout ça? Or que les partis d'opposition, ils manifestaient partout. Mais pourquoi aujourd'hui, on attend, tu parles seulement, on tombe sur toi? C'est les faits. Vous savez, c'est lorsqu'on compare qu'on voit la vérité. Parce qu'on est dans un système de mensonges. Ils mentent à nos parents. Ils disent que le pays est en train de progresser, mais c'est faux. Vous, vous êtes là, vous regardez, vous voyez. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher les exemples loin là. Devant la personne, vous le dites, voilà. Parce que c'est ça le problème. Il faut communiquer, il faut conscientiser le peuple. Parce qu'il est facile avec le mensonge d'endoctriner les gens, de manipuler les gens. Mais une fois ils se rendent compte de la vérité, demandez ces femmes qui avaient les MIFA. Où se trouvent les MIFA aujourd'hui? Ils allaient prêter l'argent là-bas pour faire leur commerce. Mais les MIFA n'existent plus. Les Nia Agnès n'existent plus. Anafig, il n'y a pas un village en Guinée où il n'y a pas eu de construction de dispensaires, d'écoles, de routes. On faisait même les bassins piscicoles. Mais tout ça a disparu. Où est passé cela? Et pourtant, nos mines, parce que Alpha prenait 15% des recettes minières pour financer Anafig. Nos mines, la production ne fait qu'augmenter. Avant le coup d'État, on était à 90 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, on est à 126 millions de tonnes par an. Mais l'argent va où? Ceux qui construisent les immeubles à Conakry, là, vous demandez, c'est les commerçants, on vous dira que c'est les gens du CNRD. Mais où ils ont pris l'argent là? C'est là, c'est ton argent, c'est mon argent, c'est l'argent du peuple de Guinée, c'est le petit groupe là qui prend, qui s'enrichit dedans. Donc c'est ça que vous allez expliquer à nos parents, à nos frères, vous donner les exemples terre à terre. Ça a un impact.
Ça a un impact. Parce que la vérité n'est pas dite en Guinée. Ceux qui doivent dire la vérité, soit ils ont peur ou ils sont complices même du mensonge. Parce que les imams qui disent les mensonges comme ça dans les mosquées, ils voient la vérité. Mais comme on leur donne un peu là, eux pour faire mentir. Les gens qui passent dans les radios, ceux qui doivent faire dire la vérité, ils ont peur. Ou ceux qui peuvent le dire, ils sont instruits pour ça, ils peuvent donner les exemples concrets, mais on leur a donné l'argent en leur disant il faut mentir pour nous, comme les Macanera là. Mais les faits sont là. Vous savez, quand il y a quelque chose qui est là, qui est clair, qui est limpide, on n'a même pas besoin de se fatiguer, quoi. Donc, il y a une de mes vidéos qui s'est coupée, mais c'est pas grave. Donc, très chers amis, nous sommes arrivés à un moment où nous devrons nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire libérer le pays, récupérer la République. C'est ça qui doit être notre combat. C'est l'essentiel. Nos différentes querelles politiciennes là, toi tu fais UFDG, tu fais RPG, tu fais UFR, tu fais tel parti, on va laisser tout ça là de côté. Concentrons-nous sur l'essentiel. D'abord, il faut récupérer la Guinée. Quand on récupère la Guinée, nos divergences politiques là, on peut toujours ramener ça. Mais il faut que nous restions unis et solidaires. Parce que utilisons notre passé comme exemple, comme une sorte de rampe. Vous savez, en 1958, avant l'indépendance de la Guinée, il y avait deux grands blocs en Guinée. Il y avait le bloc qu'on appelait BAG, je crois, et le PDG, c'était les deux grands blocs, ils étaient opposés. Mais au moment de l'indépendance, ils sont mis ensemble comme un seul homme pour libérer la Guinée. Ils disent, Barry Yaondo et Sékou Touré ont tenu les meetings ensemble. Barry Yaondo était le président du BAG et Sékou Touré était le président du PDG. Ils ont décidé ensemble de faire les campagnes pour le non, le référendum pour la liberté de la Guinée. Donc nous aussi on doit faire ça. C'est-à-dire les querelles entre les partis politiques là, on va surseoir ça pour le moment. Parce que la République est en danger. C'est la Guinée qui est en danger. Si vous voyez les ambassadeurs des pays occidentaux qui décident à la place du peuple de Guinée, c'est qu'on est en train de perdre la République. Vous savez, un peuple conscient, debout, déterminé à arracher sa liberté, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Mais pour que le peuple soit conscient, il faut l'éduquer, il faut le sensibiliser, il faut le motiver. C'est de notre rôle. Nos parents ont tout sacrifié pour nous envoyer à l'école. Pourquoi? C'est être leur éclaireur, c'est venir leur parler de la vérité de notre pays. Mais si on ne le fait pas, on a trahi leur confiance. Parce que tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne mentir à tes parents sur le faux en le laissant dans l'obscurantisme et que ce pays est en train d'être détruit devant toi. C'est de ton devoir de le dire la vérité, rien que la vérité. On ne te demande pas d'inventer, mais il faut dire ce qui se passe réellement. Parce que avec la vérité, on peut sauvegarder beaucoup de destruction demain. Parce qu'à cette allure, je vous jure, notre pays tend à l'éclatement. Il y aura des groupes de clans de chefs, c'est-à-dire les chefs rebelles partout. Nous tendons à ça comme ça.
Parce que Mamadi, tout son problème, c'est sa sécurité personnelle. Il s'en fout de la sécurité des Guinéens. À un certain moment, vous savez, c'est pas l'homme qui est fort, c'est le contexte qui rend l'homme fort. Il n'y a pas un chef fort éternellement. Il y a eu les chefs tellement forts qui sont partis. Mais vous savez que la liberté appartient à ceux qui partent à la conquête de cette liberté. La liberté ne vient pas te trouver dans la chambre, dans ta maison, assis, bras croisés là. C'est moi la liberté, je viens te... Non, tu vas à la conquête de la liberté, on ne te donne pas, tu l'arraches. Parce que c'est ton droit. On ne peut pas accepter que Mamadi s'autoproclame chef suprême des Guinéens, qu'il a le droit de vie et de mort sur chaque Guinéen. On s'assoit, on le regarde. Ce n'est pas normal. Nous sommes au tournant de notre histoire. Vous savez, le 2 octobre 1958, à la proclamation de la République de Guinée, Sékou Touré disait, il dit il y a une semaine, le 28 septembre 1958, lorsque je partais voter, en âme et conscience, je me suis posé 2 questions. Il dit, je me suis dit, qu'est-ce que je dirais à des générations futures, même le jour que je ne serai pas là, que le colon est venu me proposer 2 choses, en me demandant, tu veux être libre ou tu veux continuer esclave? Il dit à son âme et conscience qu'il s'est dit qu'il préférait la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Parce que la richesse qui n'a pas de prix pour un homme, c'est sa liberté. Et cette liberté qu'on a héritée de nos devanciers, ça fait 65 ans. Ce n'est pas un petit Bilakoro sorti de nulle part qui vient nous confisquer cette liberté-là. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants demain lorsque nous demandons qu'est-ce que papa, maman, tanti ou tonton, qu'est-ce que vous avez fait lorsque Mamadi était en train de créer du bordel et du terror au pays? Quelle a été votre action? Allons-nous leur dire, oui fiston, j'étais là, je regardais, je n'ai rien fait, j'observais. S'il est poli, il te dira, papa, tu as été un lâche. Parce que cet héritage sacré de nos aïeux qui t'ont confié, ils t'ont confié pour que tu puisses nous transmettre avec les mêmes valeurs, voire même ajouter encore. Mais tu as laissé un imbécile, un inclus, venir te retirer ça sans rien faire. C'est pourquoi notre nation sera une trahison pour les générations à venir. On saura tous les traîtres si on n'agit pas maintenant. Et l'action peut se faire à plusieurs manières. En sensibilisant les gens, en parlant, nous pouvons tous parler. La parole, c'est notre arme. Mais à un certain moment, s'il faut s'armer comme les fusils que Mamadi prend, ça serait de la légitime défense. Parce qu'on est un peuple opprimé, on est un peuple tué dans sa dignité. Mais on ne peut pas continuer que Mamadi vienne marcher sur nous. Ce n'est pas possible. Revoltons-nous maintenant. Parce que ce qui se passe dans notre pays, ça ne se passe nulle part ailleurs. Vous savez, il y a mon grand-père qui me disait que si tu ne te sacrifies pas
pour quelque chose que tu aimes, tu vas te sacrifier pour quelque chose que tu n'aimes pas. Vous savez, la grandeur de l'âme est celle du dépassement de choix. Pensons à la nation, pensons à la Guinée. La Guinée est au-delà de nous tous. Ce combat, on ne le fait pas pour Paul-Nice ou Pierre, on le fait pour nous-mêmes. Parce que l'héritage qu'on a, qui s'appelle la Guinée, c'est un héritage noble. On nous a confié pour que nous puissions le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. On ne peut pas laisser quelqu'un qui vient tout détruire, créer la pagaille totale dans le pays. Et on s'assoit, on le regarde, ça agit. Notre inaction, ça serait de la lâcheté. Très cher ami, je crois que je vais m'arrêter là. Avec votre permission, j'exhorte et je demande à tous les amis, à tous les compatriotes de ne pas abandonner. Vous savez, le succès, ce n'est pas la fin de l'action. Mais l'échec, ce n'est pas le fait de perdre, mais c'est le fait d'abandonner. Quand tu abandonnes ton combat, sans ce moment qu'on dira que tu as échoué, n'abandonnons pas. Moi, je sais, à mon fort intérieur, que Mamadi, quel que soit, je dis bien, quel que soit ce qu'il va faire, il partira. Il partira par tous les moyens possibles. Parce que ce n'est pas possible qu'un inculte comme Mamadi soit mon président, moi, à ce 21e siècle. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui prend les armes, il vient s'autoproclamer, dire président. Dans ce moment, tout le monde peut être président. On n'a plus besoin d'organiser les élections. Parce que la carte, disons, il faut savoir tirer les armes. Tu prends les armes, tu viens. C'est-à-dire, il ne peut pas. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'est pas prédisposé à gérer un pays. Parce que le mal en Afrique et surtout en Guinée, tout le monde dit, je suis présidentiel, je peux gérer un pays. Maintenant, quand il est face à des situations, il se rend compte que vraiment, il n'est pas bien indiqué pour diriger un pays. C'est ça qui arrive à ce groupe-là. Tout ce qui touche, ça devient une catastrophe. Et le pays est complètement mélangé maintenant, quoi. Tout est gâté dans leurs mains. Mais c'est à nous de... Vous savez, on dit que le pouvoir rend les gens fous. Mais quand un fou a le pouvoir, il faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique, ou en tout cas le dégager. C'est ça, on est rentré à cette étape maintenant. Chers amis, je vous dis merci. Merci à tout le monde et bonne nuit. Bye bye. À la semaine. Bye. Au revoir. Merci.